Bon là, je viens de m'apercevoir que j'ai saigné ici. Je viens de suivre la chouette en forêt. Et ben voilà, hein, l'endurcissement des pieds, même quand on marche tous les jours pieds nus, on peut se planter. D'ailleurs, mon fils s'est planté un clou d'une planche qui était retournée dans la forêt à travers la crocs il n'y a pas longtemps. Donc il faut que vous soyez prudent. Là, oh putain, là je me suis fait mal aussi en sortant de la caravane, là, il y a 2 jours. Donc voilà, ben, c'est pas gagné, hein, c'est jamais gagné. C'est un peu comme quand tu saignes en montagne, parce que même si tu as tes chaussures, ben, tu te fais, ça te pique, hein. Ça pique, hein, voilà. Alors ce soir, peut-être, c'est pour ça que j'enregistre maintenant. Je sais pas si on me voit. Johan est parti pour Noël les premiers de l'an avec sa maman dans sa famille. Donc ce soir je suis avec Petit Pépère parce qu'il n'est pas reparti avec Johan. Il reste à peu près 2 semaines, un peu plus, presque 3 semaines avant qu'on se retrouve avec Johan. Donc ce soir là je viens de marcher dans la forêt, je vous ai montré, j'ai les pieds qui ont saigné un petit peu, mais c'est normal parce que étant préoccupé par suivre la chouette, il y a moins de vigilance la nuit. Et donc on sent la douleur et on voit pas le terrain. Mais ça endurcit aussi un peu les pieds. Bon, je me suis blessé un petit peu cette semaine, mais pas trop quand même. Mon fils, oui, parce qu'il s'est planté un clou d'une planche qui était retournée dans la forêt. Donc il faut que vous soyez vigilant en marchant pieds nus, surtout en forêt. Il vaut mieux d'abord marcher sur un terrain que vous pouvez voir, connaître et de jour. Et après, aller sur des terrains un peu plus mystérieux, entre guillemets, sachant que vous pouvez avoir une planche avec un clou retourné qui a été recouverte par la végétation. Donc quand on marche pieds nus, il faut vraiment être vigilant et puis il faut surtout aller doucement, presque vous tâtez le terrain, on va dire, hein, parce que sinon ça peut être grave. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a la chouette qui est venue. J'ai eu un vrai cadeau avec elle, on va dire... il y a peut-être l'hiver dernier. Elle est venue au-dessus du camping-car, un peu plus loin dans la forêt. Et après, je l'ai entendue un peu par là, quoi. Donc le camping-car est au fond. Je me suis déplacé. En fait, je suis tombé en face de l'arbre où elle était. Et j'ai pu l'éclairer. Et j'ai pu la suivre pendant 30 minutes d'arbre en arbre. J'ai pu la voir chanter, l'écouter. Il y avait des répons. Il y avait 2 répons. Un dans cette forêt qui est là-bas et un ici. Et donc c'était un formidable cadeau. Alors bien sûr, j'ai pas filmé parce que je filmais plus. Mais maintenant que vous êtes avec moi sur cette chaîne de l'ours des montagnes, je me suis dit que ce soir, on est le 24. Alors je sais pas du tout. Je crois que c'est ce soir que les gens réveillonnent. Ou je sais pas si c'est demain, en fait j'ai un doute, mais je pense que c'est ce soir et demain ils mangent en famille ou je sais pas quoi. Bon bref, on est tous les deux avec Petit Pépère. Alors j'ai acheté des saucisses, des chipolata, je crois que c'est, je sais pas trop, parce qu'il aime bien. Donc ce soir je vais y faire ça. Et je suis en train de recharger la lampe avec laquelle je m'éclaire pour vous parler. J'espère que j'ai déclenché l'appareil photo. Et on va un petit peu aller dans la forêt. Ça va être notre cadeau à Petit Pépère et à moi pour ce moment de l'année. Si c'est ce soir le réveillon, ben oui. Non, je crois. Le Noël, c'est demain, je crois. Donc le 24, les gens mangent peut-être ensemble. Et le lendemain, ils sont en famille. Donc ben, nous, on est Petit Pépère et moi. On va aller dans un coin de forêt où j'ai entendu des répons tout à l'heure. Il y a le mâle qui est par là. Bon, donc on va aller voir si on a le cadeau de vous l'éclairer peut-être un instant, sachant que c'est interdit d'éclairer les animaux la nuit. Il y a même un arrêté qui est verbalisable. C'est normal, c'est pour leur quiétude. Sachant que bon, nous on les observe brièvement. Bref. Je ne vais pas vous faire le détail sur ce que les gens font et qui n'est pas interdit, mais ça c'est interdit. Donc nous, on brave cet interdit dans le sens où on le fait d'une manière qui n'est pas irrespectueuse. Et voilà, c'est dans ton cœur que tu vas le sentir.
Donc moi, si j'ai des images à montrer, je vous les montrerai comme ça. Ça sera peut-être un cadeau. D'ici là, je vais faire à manger à Petit Pépère et je vous dis peut-être à tout à l'heure dans la forêt. C'est quand même extraordinaire parce que Noël, c'est à quelle date? Jour de Noël, France, aura lieu le dimanche 25 décembre 2022. Et on est quel jour? On est le 24 décembre. Donc, le réveillon de Noël, c'est ce soir, c'est-à-dire de 24 à 25. Hein. Donc, ce soir, donc, c'est le réveillon. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un doute. Hein. J'ai dû le savoir, ça m'échappe parce que ça fait des années maintenant que je ne le fête pas, surtout. Tu vois, ça me rappelle quelque chose, et c'est quelque chose de très important. C'est qu'avant, dans mon ancien mode de vie, avant que je quitte tout en 2009, j'allais voir des amis et je leur disais « Attention, ceci est un espace de liberté ». Ça veut dire qu'on va faire la fête de ce soir jusqu'à la fin du week-end ou quoi. Et pour moi, c'était un espace dans lequel je pouvais me sentir libre de faire ce que je voulais, au moment où je voulais, comme je le voulais, de ne pas avoir d'image à défendre non plus. C'était très important pour moi, l'espace de liberté. Jusqu'au moment où, peut-être 2-3 ans après que j'ai tout quitté, d'abord je me rappelle le soir même où j'ai tout quitté, j'ai remis les clés à cette personne, il s'appelait Daniel, et à ce moment-là, je me rappelle que j'ai la femme d'un ami de l'armée, que j'ai pas vu, donc je l'ai pas vu depuis, je sais pas, 92, un truc comme ça, 1992, qui me contacte et qui me dit, je vais faire une surprise à mon mari, donc qui est ce pote avec qui j'étais à l'armée, le seul avec qui j'ai eu un brief contact. Maintenant on n'est plus trop en contact, on se contacte pas pour le moment, je sais pas si j'ai ses coordonnées d'ailleurs, et alors je vais faire une surprise, je vais lui dire qu'il va aller voir un match de rugby à Toulouse, c'est des gens qui sont dans le Nord, mais est-ce que tu peux me réserver un gîte et tout? Et donc ils sont arrivés le soir même du jour où j'ai remis les clés, où j'ai terminé de travailler. On a fait une randonnée, et crois-moi si tu le veux, moi qui n'aime pas du tout les gens qui hurlent en montagne parce que ça dérange la faune et c'est pas un truc qui me fait triper du tout. Bah, ils font ce qu'ils veulent bien sûr, hein, mais là, j'ai hurlé peut-être, je sais pas, je vais dire 20 fois ou quoi dans le week-end. Je hurlais un peu comme dans... Je hurlais liberté. Mais liberté, tu vois, liberté! Je pourrais pas le refaire là parce que ça va faire peur à Petit Pépère. Mais c'était un truc, c'était énorme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est une paire d'années après, des personnes chez qui j'allais avant pour dire de passer un moment de liberté, un espace de liberté, m'ont dit, c'est bizarre, tu le dis plus. Et j'ai répondu parce que mon existence aujourd'hui est devenue un espace de liberté. Et tu vois, l'autre fois, mon fils me dit, papa, quand je suis avec toi, c'est un peu comme si j'avais 45 ans. Tu me laisses libre et des fois c'est difficile parce que je vais abuser de certaines choses et je voudrais que tu m'aides à régler ma liberté. Je lui dis non. Tu vas découvrir que être libre, c'est pas forcément faire n'importe quoi. Et que si tu fais n'importe quoi pendant un temps, parce qu'on a été conditionné, on a été bridé, on a été même parfois abîmé. Il y a des gens qui ont été complètement abîmés. Je pense à des personnes que j'ai comme amis, et certains qui n'ont pas survécu, tu vois, qui n'ont pas survécu. Et moi, je suis encore debout parce que j'ai eu des moments de protection. Mais ces gens qui ne sont plus là, ils ont été bridés, tu vois, sous les prétextes du bien et éviter le mal. Mais en fait, c'est quoi le mal? On pourrait dire de mon côté, encore une fois, hein, je ne vais pas braquer qui que ce soit, mais le mal, c'est de l'inaccompli dans nos natures, c'est quelque chose d'obscur parce que la lumière de la vie n'y a pas pénétré. Alors à la fois, on ne devrait pas en avoir peur, et en même temps, on ne devrait pas non plus le relativiser de trop. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, qu'est-ce qui se passe? Si tu es une bouteille en métal, alors c'est sûr, il y a eu de l'alcool à l'époque, mais là, il n'y en a pas, c'est de l'eau. Certains ne le croiront pas.
Si tu utilises une bouteille comme ça, métallique, on ne voit pas à l'intérieur qui tu es vraiment. Tu comprends? C'est une carapace. Comme la plupart des gens nous offrent une carapace. Tu as des gens qui ont été des amis de la famille et ils ont enlevé des enfants. Tu as des gens qui ont été des amis de la famille très fidèles et qui ont tué les parents. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, si tu veux vraiment être vrai dans un mode de vie qui est proche de la nature, ben, tu dois découvrir ce qu'est la transparence. D'abord, la transparence vis-à-vis de la vie. Et quand je dis la vie, je ne parle pas des circonstances existentielles, je parle du vivant. Tu vois, qu'est-ce qui se passe quand tu ne sers pas la vie? Tu imagines la vie comme un torrent de rivière qui s'écoule. Tu as vu la puissance d'un torrent qui vient de montagne. Il y a de l'eau vive dedans, tu vois, de l'eau sans cesse, renouvelée, l'eau que rien n'arrête. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on commence à organiser le vivant? Eh bien, on vient mettre des pierres et on détourne l'eau. Et après, on en fait une mare pour pas en manquer. Et ça, c'est notre contexte existentiel, conditionné par nos systèmes éducatifs, familiaux, sociétaux, je ne sais pas si ça se dit, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu bloques l'eau du torrent? Ça devient une mare. Et si elle n'a pas un minimum d'eau qui s'écoule pour repartir au torrent, et d'eau du torrent qui arrive, mais si tu l'as bien cloisonné, si tu as bien contrôlé ton existence, si tu as bien façonné le vivant, eh bien ça devient nauséabond, ça pue, grave. Même si tu te parfumes, ça pue l'absence de vie. D'ailleurs, il va y avoir de la vase, il va y avoir un écosystème qui se crée. Mais il n'y a plus de mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, au bout d'un moment, ça éclate, tu vois. Les rochers, où tu te meurs, où les rochers éclatent et l'eau repart au torrent et tu suis le mouvement de l'eau. Donc au bout d'un moment, ben, j'ai dit, ça n'est plus un espace de liberté parce que ma vie est un espace de liberté. Auquel maintenant, quand j'ai un rendez-vous, ben, c'est compliqué pour moi de ne pas l'oublier. Et je dois le noter, je dois faire des alertes, même plusieurs semaines à l'avance, parce que c'est comme si quelque part il y avait une gymnastique qui devait se faire. Et ça, c'est vraiment le privilège d'être auprès des gens que tu aimes et d'accompagner les anciens aussi, tu vois. Mais dans toutes les cultures qui avaient un minimum de bon sens, les anciens étaient au centre. Ils n'étaient pas mis dans des maisons de retraite. C'est un non-sens. Mais nous, quelque part, tu vois, on veut tellement se réaliser tout seul, avoir tout fait tout seul, que finalement, ben, on laisse nos anciens qui pouvaient amener par leur présence, juste comme un vieux chêne dans un jardin, quelque chose qui est de l'ordre du non-savoir. Tu comprends? Du non-savoir. On veut tellement tout savoir. Le non-savoir, c'est quelque chose qui est de là, présent dans le cœur aimant. Ce soir, des gens vont mourir. Non pas d'une cause naturelle, ils vont mourir parce qu'ils auront fêté quelque chose qui leur donne un espace de liberté, alors que leur vie n'en est pas un. Tu vois, mais c'est dommage. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils meurent à eux-mêmes, à leurs illusions, pour enfin rentrer dans un mouvement vivant, respectueux de ceux qu'ils sont profondément. Un jour, mon père m'avait dit, plus jeune, quand j'étais tourmenté, au lieu d'avoir envie de renoncer à tes jours, tu devrais renoncer à tout ce qui te donne envie de renoncer à tes jours. Et c'est ce que j'ai fait. Après mes 23 ans ou mes 24 ans, j'ai renoncé à chaque fois que quelque chose altérait l'énergie de vie en moi. Mais avant ça, j'étais prêt à renoncer parce que c'était trop douloureux. Cette sensibilité, elle est très puissante. Et quand tu es jeune, tu n'as pas la maturité, tu n'as pas l'enracinement et tu n'as pas la capacité d'observer ça. Et je pense beaucoup à des jeunes. Tu sais, je vais partager quelque chose qui est très touchant. Mais il y a de nombreuses années, je ne vais pas dire quand et comment, mais j'avais juste 20 ans. Je côtoyais une jeune fille à cette époque. Et j'en avais marre, en fait. Je voulais renoncer, quoi. Pour moi, c'était une éventualité.
Et ce soir-là, le téléphone a sonné chez moi et j'ai pas décroché. Et cette personne avec qui j'étais s'est dit que, comme j'avais beaucoup de mal-être à l'époque, peut-être ça n'allait pas du tout. Et elle a tapé à ma porte et je fermais pas ma porte à cette époque-là. Donc cette personne, elle est rentrée. Je vivais à l'île de la Réunion et est venue avec sa sœur. Cette personne-là avec qui j'étais est allée à la salle de bain et sa sœur s'est assise. Et sa sœur me témoigne, elle me dit voilà, moi sache une chose, c'est que je suis dépressif depuis des années et je suis très tourmenté. Et sache aussi autre chose, c'est que quand tu es mal, parfois la vie dépose dans ton cœur le trop-plein d'une autre personne qui sinon succomberait. Si tu es capable d'emporter ce trop-plein avec toi pour quelque part l'amener vers un autre matin, mais peut-être que cette personne survivra. Et moi, en tout cas, si tu devais un jour succomber, peut-être que moi, à mon tour, je pourrais plus tenir cette souffrance qui peut-être t'est déposée dans ton cœur quand je vais très, très mal. Et ça m'a touché, bien sûr, tu vois, ce soir où j'étais là, égoïstement replié sur moi-même, et je supportais plus ces mal-être, et j'envisageais ce que d'autres êtres humains ont envisagé. J'avais accompli déjà, j'avais été parachutiste, j'avais été champion de France de culturisme, j'avais marché dans les Pyrénées, j'avais réalisé des rêves, et ça s'apaisait pas dans mon cœur. Et ce soir-là, ces deux personnes sont reparties, et moi je suis resté seul chez moi, mon cœur s'est apaisé, j'ai trouvé ça beau, et me suis endormi. Et le lendemain matin, je suis allé dans une salle de sport où je travaillais, et il y a une personne qui me dit, un des profs de la salle, j'étais prof là-bas aussi, me dit, tu vois, cette nuit, il y a une élève qui a téléphoné, et qui m'a dit qu'elle allait pas bien, est-ce que je pouvais lui parler? Et il me dit, moi j'étais en soirée, j'ai dit que c'était pas le moment, qu'on se verrait le lendemain à la salle. Et il me dit, cette personne, devant sa petite qui avait 8 ans, elle a ouvert la fenêtre et elle a sauté par la fenêtre. Et moi, ça m'a bouleversé parce qu'au moment où une autre personne que moi, si tu veux, était mal, très mal, moi, je me lamentais, si tu veux, parce que je m'appropriais trop ce mal-être. Et on venait, moi, me visiter pour me dire, regarde, tu peux l'observer différemment. Quand il y a des orages en montagne, tu vas avoir un orage qui arrive et qui va complètement défigurer le ciel. Il y a le brouillard, il y a la grêle parfois, il y a le froid qui s'installe et tu dois traverser ça. Sans pourquoi, sans envie d'avancer, mais tu dois le traverser. Et on venait m'expliquer ça quelque part en me disant peut-être que la vie dépose dans ton cœur à travers ce mal-être, le mal-être d'une autre personne qui est sur le point de succomber. Alors qu'on me dit ça, le lendemain matin, j'apprends qu'une personne s'est défenestrée alors que moi j'étais visité. Et ça m'a touché, tu vois. Depuis, j'ai eu des hauts et des bas, bien sûr, mais après mes... Ah, alors voilà, là j'ai un cas concret. Là j'ai un cas concret, tu vois. Je peux pas laisser toutes les araignées, et j'aime les araignées. Alors, tu vois, cette araignée, parce qu'après elle va se reproduire, etc. Là il fait pas trop froid dehors. Le mode de vie sont très fréquentes. Celles-là, elles sont grosses. Et c'est vrai que parfois, j'en ai retrouvé dans ma barbe. Alors, tu vois, il faut une boîte comme ça. Cette boîte va te permettre de l'attraper sans lui faire mal. Sachant que quand les températures sont en dessous de 0, c'est quand même bien de la laisser dans ton habitat. Il n'y a pas assez de lumière. Donc là, on va le voir, là, quand même. Quand elle passe ici, tu approches la boîte, sans lui faire mal, tu viens enfermer. Voilà, là, elle y est, dedans, tu vois. Là, je vais prendre un bout de papier. Alors, je vais poser le téléphone. Je vais poser la caméra, on va pas voir, bien sûr.
Donc tu viens prendre un bout de papier, comme ça. Voilà. Une fois que ta boîte est bloquée, tu passes le bout de papier entre la boîte et comment on dit, entre ta boîte et le mur, et ton araignée est à l'intérieur. À ce moment-là, tu peux sortir. On va allumer. On verra rien. Mais tu vois, là, j'ai mon bois ici. Voilà, j'ai mon bois. Je vais chercher la lampe. Regarde. Ici, j'ai le bois. Je vais lever. Et elle est là. Tu vois, à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? On va le retourner ici. Et elle sort. Tu vois? Elle sort. Mais elle ne va pas se retrouver dans le froid. On va même pas l'embêter plus. Tu vois, elle est ici. Là. Voilà. Elle va pouvoir se mettre à l'abri. C'est que... J'arrive, petit pépère. Il faut savoir une chose, c'est que faire sortir une araignée d'un environnement chauffé et la mettre dans le froid à l'extérieur, c'est comme si tu la condamnais, sachant que des araignées grosses comme ça, elles sont présentes dans un habitat et elles signalent que l'habitat est sain. C'est ce que j'avais vu, en tout cas ce que j'avais lu. Donc mettez-les dans un abri bois pour qu'elles puissent survivre, parce que si vous les changez de température, elles peuvent mourir. Voilà. Alors, voilà, tout ça pour dire que acceptons les turbulences qui nous traversent, sachant que tout est interconnecté. Donc s'il y a une turbulence et qu'on ne sait pas pourquoi elle est là, de grâce, ne vous l'appropriez pas. Acceptez l'éventualité qu'elle ne soit pas personnelle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a un mal-être qui est d'une origine incertaine? Mais ça s'agglomère, les idées et les pensées noires et sombres. Et on veut en sortir. Et pour ceux qui n'arrivent pas à en sortir au bout de plusieurs mois ou de plusieurs années, ils pensent que de se supprimer sera la solution d'arrêter de souffrir. Mais c'est pas ça. C'est plus subtil, croyez-moi. La subtilité, c'est que il faut se différencier. C'est-à-dire être capable d'observer, comme vous observez un animal, vous observez un orage, et tu vas observer un nuage très noir. Dès le moment où tu l'observes, ça crée une distance. Parce que nous ne pouvons pas être ce que nous observons. Et donc, si on le voit sur un plan communautaire, eh bien, on vient porter momentanément le surplus de quelqu'un qui sinon pourrait renoncer. Alors ça devient une grâce de porter ça, tu vois. Et quand il y a un moment qui ne va pas, là on sent qu'il y a une perturbation dans notre nature, accompagnez-la dans des distractions qui peuvent être agréables. Tu regardes un petit film, tu vas te promener, tu fais... tu sais, quand moi j'ai connu par exemple la montagne, dans des conditions climatiques où j'ai eu froid, voire très froid, voire énormément froid. J'ai le souvenir d'une nuit trempé, sans abri, où l'intégralité de la nuit, il a fallu survivre à ce moment, où j'étais à l'armée, j'ai un souvenir très clair, hein, on était en Angleterre, et on passait le brevet parachutiste anglais dans un échange France-Angleterre, où une compagnie allait en Angleterre pour passer le brevet parachutiste anglais, et une compagnie anglaise venait en France pour passer le brevet parachutiste français, dans les conditions similaires. Ces conditions, c'était qu'en hiver, on a marché en treillis, sans poncho ni rien, sous la pluie, une bonne partie de la soirée, de la journée, on va dire. Et la soirée, vers 19h, on nous a fait nous asseoir au pied d'un arbre, et on y restait 12 heures dans le froid de l'hiver, trempe. Et donc il y avait bien sûr le claquement des dents, il y avait un tremblement, et un début d'hypothermie.
qui fait que tu comptes les heures, tu t'endors parce que tu es explosé, tu te réveilles 5 minutes après, et c'était vraiment une expérience de froid. Alors qu'est-ce qui se passe quand ensuite tu es dans un environnement comme le mien aujourd'hui où j'ai un poil ou quoi? Mais quand il pleut, quand il fait mauvais, quand c'est merdique en fait pour la plupart des gens, ben moi c'est quelque part quelque chose qui me permet de me relaxer. Tu vois, parce que sinon on a toujours des trucs à faire à l'extérieur. S'il fait beau et que tu restes un peu allongé au lit, tu as l'impression que tu rates une belle journée. Mais là, c'est pareil quand tu as un mal-être, quelque chose qui est à l'œuvre à l'intérieur de toi, un peu comme un feu qui vient brûler certaines choses, ben c'est bien de le laisser. Et d'ailleurs, ben si cette vidéo sort, je voudrais la dédier à tous les gens qui sont seuls un 24 décembre. Les fêtes, c'est très difficile pour des gens seuls. Mais moi, je tiens à témoigner que ça ne l'est pas pour moi. Pourquoi? D'abord parce que j'ai une solitude qui est heureuse. Mais pourquoi j'ai une solitude qui est heureuse? J'ai une solitude qui est heureuse parce qu'elle est interconnectée avec tout. Et quand mon fils est allongé sur le lit, ben, c'est comme s'il y était maintenant. D'ailleurs, parfois, j'ai eu cette discussion avec mon fils, avec Johan. Je lui ai dit, tu as une réalité où tu as des parents séparés, entre guillemets, mais qui s'entendent bien. Donc, cette réalité, elle t'amène à expérimenter mon absence ou l'absence de ta mère quand tu es avec moi ou quand tu es avec elle. Ça te montre quoi? Ça te montre que malgré l'absence physique, je suis présent dans ton cœur. Et si un jour cette absence physique devait être définitive, parce que j'aurais terminé mon pèlerinage terrestre, ben, tu auras déjà un exercice dans ton cœur de ma présence aimante. Alors je tiens à dire à tous les gens qui sont seuls, eh bien, vous pouvez observer votre tristesse de la solitude. Et qu'est-ce que ça génère? Mais ça génère le fait que vous pouvez vivre ça dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Que si ce n'est pas le cas, si vous n'y arrivez pas, eh bien, ne vous affligez pas. Moi, j'ai passé de nombreux Noëls tristes. Et cette tristesse, elle était familière. C'était un peu comme ma grotte. D'abord, on m'a demandé pourquoi j'avais appelé cette chaîne l'ours des montagnes. Parce que le grand-père maternel de Johan m'appelait l'ours. Et donc, des fois, il me disait comment ça va l'ours des montagnes. Et donc, comme il nous a quittés sur ce plan terrestre il y a peu de temps, mais cette chaîne, comme elle est pour mon fils, j'ai voulu, comme j'aimais beaucoup son grand-père maternel, ben, j'ai voulu lui offrir ce geste, surtout que c'était quelqu'un qui allait beaucoup vers les gens, qui était très aimé et qui était vrai et cash. Donc, pour moi, c'était une façon, quelque part, de lui rendre hommage et de lui dire que je l'aime, bien sûr, et voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, ben, en ce 24 soir, je suis présent au cœur de ceux qui n'ont pas d'autre présence que eux-mêmes et leurs animaux. Et ben, sachez que vous êtes au cœur de la vie, et que c'est pas parce que d'autres personnes vont se distraire, et j'ai rien à voir avec j'ai aucun problème avec la distraction. Ce que je veux dire, c'est que les autres personnes sont en communion avec tout, hein, et il n'y a pas de truc de New Age là-dedans, tu vois. Quand j'ai vendu le film Suis ton chemin, il y a une femme qui m'a dit, je suis prêt à vous racheter le suivant si c'est moins New Age. J'ai dit, mais moi je suis prêt à vous rembourser celui-là, parce que c'est pas New Age. Parler que la nature dévoile un mystère, nous ouvre son mystère sans le dévoiler. Il n'y a pas de caractère New Age là-dedans. Pour moi, les traditions spirituelles ont parfois détourné l'essence même que la vie offre à nos propres cœurs, et on est capable de faire l'expérience directe de cette vie si on est sincère avec soi-même. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais quitter, je ne sais même pas si j'ai enregistré. On se retrouve peut-être tout à l'heure dans la forêt à la recherche de cette chouette. Si elle revient, je l'entendrai, et la lampe est en rechargement, donc je sortirai vous accompagner. De toute façon, je vais faire une sortie avant minuit avec Petit Pépère pour lui offrir cette petite promenade. Et je vous montrerai quelques petites images de là où on va aller. Peut-être on tombera sur des chevreuils et des sangliers. Ça dépendra si ça doit se passer comme ça.
Et je vais couper, bien sûr, parce qu'il y a des choses peut-être que j'enlèverai, comme certains lieux que j'ai exprimés, etc. Mais je tiens à dire, pour ceux qui sont seuls et qui le vivent difficilement, que moi, justement, quand je suis parti au monastère, j'ai vécu l'expérience d'un moment très difficile de mon existence, où j'avais vraiment le sentiment de sombrer et d'être au sol, quoi, à terre, et d'avoir l'envie de basculer pour dire il faut que ça s'arrête, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer pendant des années comme ça. Et là, je me rappelle avoir pris un fou rire parce que je me suis dit, si tu ne suis pas cette pensée qui t'invite à arrêter, eh bien alors que tu es à terre, il ne peut pas t'arriver quelque chose de plus. Et alors j'ai adoré ce moment. J'ai même pris un fou rire parce que les pensées n'avaient plus de pouvoir par rapport à tout ça. Et moi, j'attendais juste un moment où la lueur du soleil du lendemain matin allait venir éclairer mon visage. Je pense d'ailleurs à Eckhart Tolle qui avait des envies de fin de vie et qui dit qu'un jour il s'est réveillé et la souffrance avait disparu. Mais pour moi, je ne peux pas dire que c'est aussi soudain. Mais j'ai le souvenir, par exemple, en 2010, je suis allé à Orlu avec mon camion de l'époque. J'ai passé une semaine aux forges d'Orlu, et là-bas, je me suis parti dans la montagne, et là, j'avais pris un paquet de cigarettes avec moi, parce que j'étais en lutte entre l'envie de fumer et d'arrêter. Je me suis retrouvé à côté d'un portail à fumer une cigarette, et ce portail, il était entrouvert, et d'un coup, je suis allé vers le portail, je l'ai passé, et puis j'ai fait le tour à l'endroit où il n'y avait pas de clôture, et avant de partir, je l'ai refermé. Et d'un coup, la pensée m'est venue en disant, mais qu'est-ce que tu refermes un portail qui était ouvert quand tu es arrivé? Il n'y a même pas de clôture autour. Mais voilà la porte que tu devais passer pour enfin être libéré de toi-même. On va dire que la première expérience, elle a été là. Et pendant plus d'1 an, je n'ai plus de mal-être. Du tout. Et ça, je trouve que ça a été extraordinaire. C'était la première fois de ma vie, je crois, l'année 2010-2011. Je me rappelle être allé voir mes parents, je leur ai dit, il s'est passé quelque chose, j'ai quelque chose qui... Mon cœur était léger, j'ai vécu quelque chose de très fort dans la montagne. Et ils m'ont dit, c'est pas la peine que tu nous le dises, car on voit dans l'éclat de tes yeux, il y a l'innocence de l'enfance. Et à ce niveau-là, j'ai eu un autre témoignage, c'est que quand j'ai fait la traversée des Pyrénées en 2006, j'étais bloqué du dos, j'avais une ceinture de maintien, ça faisait 6 mois, j'envisageais un IRM, je pouvais tout juste me lever d'un lit. Ma copine de l'époque est venue avec moi jusqu'à Hendaye, elle m'a aidé à me chausser. J'ai mis mon sac sur le dos qui faisait 26 kilos, je crois. J'avais une ceinture de maintien, j'ai commencé à marcher. Bon, bref, au bout de 7 jours, mon dos s'est débloqué. J'ai sangloté de reconnaissance sur le chemin. Et 1 mois après, mes parents ont dit qu'ils allaient venir me voir et ils m'ont emmené mon camion. Ils se sont loués une chambre d'hôte et moi j'ai pu dormir dans mon camion. Et ma mère, quand elle m'a vu, elle m'a dit « Excuse-moi, mais je suis choqué, tellement tu as de la vie dans l'éclat de tes yeux. » Et quand elle est rentrée à l'époque, donc en 2006, elle a déchiré toutes les photos d'avant ce moment-là, parce qu'elle m'a dit « Tu avais un regard mort. » Et c'est pour ça que la traversée des Pyrénées m'a complètement bouleversé. D'ailleurs, à la fin de la traversée des Pyrénées, j'ai dit « Je n'irai plus en montagne chercher cette énergie de vie. C'est la montagne qui le révèle en moi, mais ça habite en moi. Je la retrouverai dans mon travail. Je ferai la paix avec les gens avec qui je suis en conflit avant de m'en aller. » Parce que je ne voulais absolument pas fuir mon travail en quête d'aller dans la nature pour retrouver ce lien avec la vie. Donc j'ai fait ça. Et c'est important de le faire, à mon avis. Parce que quand on a fait l'expérience du vivant, on le recherche d'une manière un peu nostalgique dans l'endroit où il s'est révélé. Mais en fait, ces endroits-là, comme la nature, la forêt en particulier, la montagne aussi, et la forêt en montagne, eh bien, ils révèlent la vie qui est en nous. Et en fait, ils balayent les conditions superficielles qui y font obstacle. Et donc, vous devez avoir confiance, c'est un processus d'amour qui vous emmène vers la vérité de qui vous êtes et vous dépouille de vos illusions. Vous n'avez pas besoin de tout quitter d'un coup et de vous y perdre parfois parce que vous allez de nouveau... Certains ont tout quitté, ils se sont perdus dans des consommations. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait vécu 15 ans en montagne, j'ai failli acheter son chalet
à Massat, et il m'a dit, Yannick, ça fait 15 ans que je vis tout seul ici, j'ai eu des fois une copine au bout de 2 ou 3 ans, comme ça, juste pour les fêtes ou quoi. Mais en fait, il m'a dit, aujourd'hui, je suis prêt à vendre et à prendre un appartement, un studio en plein centre de Toulouse. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que quand on doit pas fuir, tu comprends? Sinon, tu te fais rattraper par ce qui t'a amené à fuir. En fait, tu dois t'abandonner entre les mains de la vie, même si tu es dans ton travail, que c'est un travail de merde, avec des gens que tu trouves cons. Parce que le connard que tu vas rencontrer le plus puissant quand tu seras tout seul en montagne, c'est toi. Toi et tes illusions. Tu comprends? Il y a une phrase qui dit, quand on meurt, les gens ne souffrent pas, on ne souffre pas, c'est les autres qui souffrent. Mais quand on est con, c'est pareil. Mais en fait, si tu veux, on est toujours le con d'un autre, et on a toujours ce sentiment que nous, on peut avoir une perception des choses qui est différente de celui qui nous insupporte à côté. Mais c'est faux. On est aussi con que les autres. Et quand tu t'en rends compte, tu vois, quand j'étais au monastère, je suis rentré au monastère, j'avais un peu l'orgueil spirituel en me disant, putain, j'arrive pas à me retrouver dans ce monde. Peut-être que là, il y avait un côté un peu élitiste, tu vois, je donnerais un sens profond en remettant mes mains, ma volonté entre les mains de la vie, avec un grand V, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de 5-6 mois, on nous a amenés dans Toulouse, parce que ça fait un peu, dans les monastères, ils ont un peu cette façon de te mettre à l'épreuve, en te ramenant des fois, parfois dans le monde, et ils observent, tu vois comment tu réagis, et pour te guider, hein, je dis pas que c'est pas malsain. Donc on n'a plus d'argent, si tu veux, on a remis, on vit simplement selon les règles du monastère. Et donc ils nous ont amenés à Toulouse, je me rappelle, et moi qui en avais ras-le-bol de mes semblables, qui picolaient et compagnie, je supportais plus, ils nous ont dit, est-ce que vous voulez une glace? Et nous, putain, tous les membres du noviciat, on a dit oui, oui. Donc on est rentré dans un bar, dans une des rues de Toulouse. On était en civil, hein. Et quand je suis rentré dans le bar, j'ai dit, mais putain, même les mecs qui picolaient, j'ai dit, putain, c'est mes semblables. Je suis content de les voir. Et ça m'a mis à terre, tu vois, la vie m'a mis à terre, heureusement, à terre et à terre et à terre. Parce que sinon, quand j'étais petit en maternelle, il y avait eu un truc dans le carnet de notes, il disait, quand Yannick arrive dans la cour de l'école, tous les enfants sont autour de lui, il leur raconte des histoires. Mais il y avait une autre phrase qui était importante, c'était attention, il aurait tendance à se prendre pour le nombril du monde. Et c'est ça l'ego, ce qu'on appelle l'ego, parce que mais c'est ce côté qui veut, quelque part, qui a le sentiment d'une incomplétude qui sera mieux si l'on fait ceci ou si on fait cela. Mais si on peut observer ce côté égotique qui est présent dans toute notre humanité, eh bien, on peut s'en différencier dans le sens où ce qu'on observe, on ne l'est pas. Donc, depuis ce point silencieux et paisible, on peut observer l'ensemble des êtres humains d'une manière inaccomplie. Tout ce qui est malsain dans notre monde, c'est inaccompli. Ça n'a pas été inondé de lumière. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as une pièce sombre, complètement sombre? Tu fermes cette caravane-là, tu vois, complètement. Hein. Il n'y a pas d'entrée de lumière. C'est donc de l'obscurité. Et si demain matin il fait jour avec un rayon de soleil extraordinaire, si j'ouvre le volet, qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'obscurité qui vient faire éteindre la lumière de la vie. C'est l'inverse, c'est la lumière qui inonde l'obscurité. Donc dans notre mode de vie, on devient quoi? On devient des bouteilles transparentes face à la vie qui viennent éclairer toutes nos parties sombres. Et c'est formidable, tu vois, tu peux pas t'ennuyer. Mais tu ne peux pas t'ennuyer si tu y donnes un sens profond. Si tu le fais pour fuir un système et en recréer un autre, mais ça n'a pas de sens. Tu vas te leurrer, tu vois, et te retrouver plusieurs années après ou décennies après, à te rendre compte que tu n'es pas vrai parce que tu joues un rôle de babacool ou un rôle de vie en camion ou un rôle d'un mec qui, à travers son discours, sa tenue vestimentaire et sa façon d'être, est repéré par les autres. Et après, c'est le nombre d'années que tu as vécu en camion, le nombre de trucs qui fait que tu es quelqu'un de fiable, pas fiable, parce que mais c'est pas ça. La vérité, elle n'est pas là. Si tu veux vraiment
vivre quelque chose d'authentique. Eh ben, tu vois, il y a une phrase qui m'est venue l'autre soir, c'est quelle différence y a-t-il entre manger un hamburger devant un film comme Jeremiah Johnson dans Les Rocheuses, un film de trappeur ou de survie, et être dans la peau de ce personnage en train de rêver d'un hamburger. Ouais, c'est ce qui peut se passer. C'est ce que j'ai eu à traverser aussi. Parce que d'un coup, c'est plus la réalité confortable dans laquelle tu idéalises un mode de vie. C'est l'inconfort de ce mode de vie qui te permet plus de revenir vers ce que tu as pu connaître de confortable, parce que c'est mort en toi, tu es inapte, on va dire. Mais tu as un côté un petit peu fabulatoire qui te ramène vers certaines envies. Et c'est laissé ta traversée. Et ça veut dire que il y a rien comme différence entre être dans ton canapé en train de manger un hamburger en rêvant de liberté et être libre en train de rêver un hamburger. C'est les deux côtés sont illusoires. L'important, c'est d'accepter les deux comme une illusion et d'avancer progressivement, en se laissant guider depuis là où tu es vers là où la vie va te mener en te dessaisissant de ta volonté propre, pour accepter d'être surpris par ce que la vie va te présenter et d'être réceptif, tu vois. Oui. Parce que qu'est-ce que nous sommes à part des récepteurs du vivant, tu vois. Allez, putain, c'est un truc de fou quand même. Hein. On a tcharé là. Doucement, hein, pépère. Oui. Attention, il y a des ronces là, hein, mon pépère. On a une vue sur un village un peu plus bas et on entend le cours d'eau, le torrent en bas. Doucement, hein, pépère. Tu sais qu'il y a des sangliers ici, hein. Viens. Viens, mon grand, viens. Tu sais qu'il y a la falaise là, hein. Doucement, pépère, hein. Doucement, là, hein. T'as vu, on est bien là. Hein, mon grand. On va s'asseoir un peu là. Et mon pépère. Oh, c'est bien. C'est assez calme là. Les chouettes sont venues tout à l'heure et j'ai pas pu les filmer. On est proche de minuit. J'ai la chance d'avoir mon petit pépère avec moi. Et mon grand. Attends. Et mon pépère. Hein, pépère? Moi, tu mon pépère, ça. J'ai la chance d'avoir mon petit pépère avec moi. Yo-Yo est parti aujourd'hui, cet après-midi. Hein, Yo-Yo, il est parti. Et mon pépère. Et on va passer Noël et premier de l'an, lui et moi. Et mon beau-père, oui. On va aller se faire des petites promenades comme ça dans la nature le soir. Hein. Voilà, on vous partagera quelques petites sorties
Peut-être qu'on verra les chevreuils, les sangliers, les chouettes. Hein, la chouette t'aime bien, toi. On verra ce qui nous sera donné. Et puis on va essayer de faire sa niche. On a du bois à couper. On a aussi Satsang, le camping-car à préparer au contrôle technique parce que c'est pour le 10. Les petits pépères, c'est le 10 le contrôle technique. Hein. Petit pépère, lui, dort dehors. De toute façon, il ne veut pas rentrer dans la caravane. Est-ce qu'il y a, t'as entendu quelque chose? Il veut pas rentrer dans la caravane. Moi, je suis parti pas trop couvert et il fait un peu frais, quoi, j'avouerai. Je tremble un petit peu, ça m'exerce. Au froid, hein, mon peu peur, toi, t'es costaud. C'est un petit entraînement. Allez, ben, je vous dis une bonne soirée. Je sais maintenant, parce que j'ai vérifié. Je sais pas pourquoi j'ai vérifié que le 24 au soir, c'est le réveillon. Et donc, ben, nous, on fait notre petit réveillon dans la nature. Tu es fatigué? Il baille, mon pépère. Allez, on va rentrer et moi, je vais me mettre au chaud. Tu viendras peut-être avec moi un petit peu. Allez, ben, un bon réveillon à vous, donc. Et je vous dis à bientôt. Hein, mon grand? Oh, ce pépère, ça. Il a voulu rentrer un petit peu avec moi. Faire le coucoune. Bon, oui, on va faire le coucoune tous les deux. Peut-être tu vas dormir avec moi, ça m'étonnerait. Ah, ça y est, allez, on a parlé de dormir. Et repart. Voilà. Et bien voilà, c'est réglé. Elle est là. Je la vois, mais vous pouvez pas la voir. Parce que j'ai pas assez de puissance de la lampe. Elle est là, elle me fait le cadeau d'être là. J'adore quand elle m'offre ça. Chut, pépère, chut. Elle a bougé. Quand elle est de composition, elle va d'arbre en arbre. Elle me laisse la suivre. Mais quand elle ne le souhaite pas, elle change de coin. Je peux pas. Oh, j'adore la suivre comme ça dans la forêt. J'aimerais vous la montrer, mais j'ai la lampe qui faiblit. Allez, on y va quand même. On essaye. Au cas où on ait le cadeau.